Mes chers étudiants, voici donc une première vidéo portant sur le droit social, programme de ce troisième semestre de licence en droit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien préciser un certain nombre de notions, délimiter le champ du droit social et du droit du travail, et puis vous préciser les différentes références législatives et réglementaires concernant le droit social et le droit du travail au Maroc. Alors, de prime abord, il va falloir opérer une distinction entre le droit social et le droit du travail, en ce sens que le droit du travail n'est qu'une partie du droit social. Je m'explique. Si le droit du travail s'intéresse tout particulièrement à la relation individuelle du travail, le droit social a pour champ d'application aussi bien le droit du travail que tout ce qui concerne la protection sociale du salarié. J'entends par protection sociale tout ce qui a rapport avec la retraite du salarié, avec l'assurance chômage du salarié, avec l'assurance maladie du salarié, et enfin avec tout ce qui a rapport avec les accidents du travail. C'est pour vous préciser que le cours de ce semestre ne concernera que le droit du travail et qu'une partie du droit du travail, parce que vu l'ampleur du Code du travail de 2004, vous comprendrez qu'on ne pourra pas, dans le cadre de quelques séances, passer en revue tous les aspects juridiques du droit du travail marocain. Alors, donc, je disais que le droit social réglemente les rapports de travail entre l'employeur et le salarié, mais il réglemente aussi les rapports du salarié vis-à-vis du régime de la protection sociale. Et donc, cette protection sociale concerne l'assurance maladie, la retraite, l'assurance chômage, les accidents de travail et les maladies professionnelles. Qu'en est-il du droit du travail issu du Code de 2004? Alors, le Code de 2004 est issu de la loi numéro 65/99, telle que promulguée par le Daïr du 11 septembre 2003. Donc voici pour les références chronologiques de ce Code du travail de 2004. Concernant la structure du Code du travail, eh bien, le Code du travail s'articule autour de 6 livres et un livre préliminaire. Ce dernier a pris le soin de préciser quelques notions fondamentales en la matière, à savoir la notion de salarié, la notion d'employeur, le champ d'application du Code du travail, et ainsi de suite. Tandis que les 6 autres livres, eh bien, le premier concerne les conventions relatives au travail. Les conventions relatives au travail, et je vous précise tout de suite que le contentieux devant les tribunaux, ou bien la majeure partie du contentieux devant les tribunaux marocains en matière de droit du travail, porte essentiellement sur les conventions relatives au travail, c'est-à-dire sur le livre premier et en particulier sur le titre premier de ce livre premier, à savoir le titre intitulé du contrat du travail. Donc, pour vous orienter tout de suite vers l'essentiel,
Et ceci est vérifiable. Si vous prenez par exemple les différents numéros publiés par la Cour de cassation, et en particulier les arrêts de la Chambre sociale, vous allez vous rendre compte qu'une grande partie des arrêts de la Cour de cassation, de la Chambre sociale de la Cour de cassation, portent essentiellement sur les différents aspects liés au contrat de travail. Alors, donc, je vous ai précisé que le Code de 2004 comporte 6 livres, le premier étant consacré aux conventions relatives au travail, et j'aurai à préciser beaucoup plus en détail les différents aspects du titre premier intitulé du contrat de travail. Le livre 2, quant à lui, s'intéresse aux conditions de travail et de la rémunération des salariés, les conditions de travail et de la rémunération des salariés. C'est l'intitulé du livre 2 du Code de 2004. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conditions de travail? euh, la rémunération du salarié, vous l'aurez compris, concerne le salaire, le niveau de salaire, les modalités de versement du salaire et ainsi de suite. Alors que les conditions de travail portent essentiellement sur tout ce qui a rapport avec la durée du travail, parce que la durée ne peut pas être déterminée par l'employeur à sa guise et comme il veut, hein. La durée de travail, la durée légale de travail est déterminée par le Code du travail. Alors, donc, dans les conditions de travail, il faut prendre en considération la durée de travail, les conditions de sécurité, au sein de l'entreprise, en ce sens que l'employeur est tenu au respect des conditions dans lesquelles le salarié doit exécuter son contrat de travail. Et bien entendu, il y a des organes qui sont chargés par les pouvoirs publics pour contrôler le respect de ces conditions de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise. Le livre 3, quant à lui, s'intéresse aux syndicats professionnels, aux délégués des salariés, aux comités d'entreprise et aux représentants des syndicats dans l'entreprise. Donc, ce livre 3, bien entendu, comme son titre l'indique, s'intéresse à l'organisation syndicale au sein de l'entreprise, et puis l'organisation des syndicats à l'échelon national. Le livre 4, quant à lui, s'intéresse aux organes de contrôle, c'est-à-dire les différents services étatiques qui ont en charge de contrôler la bonne exécution et le respect des normes, notamment d'hygiène, de sécurité et du respect de la bonne exécution du contrat de travail au sein de l'entreprise. J'entends par organe de contrôle tout particulièrement l'inspection de travail. Le livre 5, quant à lui, s'intéresse au règlement des conflits collectifs du travail, hein. Le règlement des conflits collectifs du travail, non pas les conflits individuels du travail, hein. Les conflits individuels de travail sont réglementés dans le cadre du livre premier et notamment dans le cadre du titre premier sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, à savoir le contrat de travail. Et enfin, le livre 6 concerne et a rapport avec certaines dispositions finales telles que prévues par le Code du travail de 2004. Voici donc
un petit panorama descriptif du contenu du Code du travail de 2004. J'ajouterai aussi en disant que le Code du travail s'articule bien sûr autour de ces 6 livres et du livre préliminaire et contient 589 articles. 589 articles et je précise cet aspect-là pour vous dire que l'article 586 du Code du travail a fait un rappel des différents textes qui étaient applicables avant le Code de 2004. Et donc, savoir, pour avoir un petit aperçu sur le contenu de la législation marocaine en matière de droit du travail, en matière de relations de travail, avant l'entrée en vigueur du Code de travail de 2004, il faut se référer à l'article 586 du Code de 2004 qui nous précise pratiquement tous les textes qui étaient applicables à l'époque et le même article 586 précise qu'il abroge toutes les dispositions contraires, toutes les dispositions contraires au Code du travail, et puis il précise aussi qu'il abroge aussi les dispositions qui portent sur les mêmes sujets. Voilà, donc l'abrogation est acquise depuis l'entrée en vigueur, l'abrogation des textes antérieurs, que ce soit les textes contraires ou bien les textes qui traitent des mêmes sujets. Hein. Ces textes-là ont été abrogés depuis l'entrée en vigueur du Code de 2004. Alors, juste un petit aperçu pour vous dire que avant l'entrée en vigueur de ce code de 2004, le monde du travail, les relations de travail, la protection sociale du salarié au Maroc étaient bien entendu, cette relation de travail, cette protection sociale était couverte par toute une série de textes. Le premier, je vous le cite, d'après l'article 586, étant le Daïr du 27 septembre 1921. De quoi s'agit-il dans ce premier texte de 1921? Eh bien, il s'agit de l'organisation de ce qu'on appelait à l'époque les bureaux de placement des travailleurs. Les bureaux de placement des travailleurs, c'est-à-dire les entreprises qui avaient pour mission de jouer l'intermédiaire entre les employeurs et les salariés. Donc, vous voyez bien que depuis pratiquement la deuxième décennie du XXe siècle, le Maroc avait une législation en matière de droit du travail. Et puis le dernier texte qui est rappelé par l'article 586 et qui renvoie aussi à une législation portant sur le droit du travail, c'est le Daïr du 6 mai 1982 qui avait pour objectif de fixer la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié. La fixation de la limite d'âge pour l'acceptation pour l'occupation plutôt d'un emploi salarié. Il s'agit tout simplement, pour parler tout simplement, il s'agit d'un texte qui réglementait l'âge de la retraite des salariés dans le secteur privé. Hein, dans le secteur privé. Bien sûr, je précise tout de suite que l'âge de la retraite diffère selon que l'on ait affaire à un fonctionnaire dont le statut est régi par des textes de droit public et l'âge de la retraite du salarié qui travaille dans le secteur privé. Bah, voilà comment
le Maroc avait organisé les relations de travail, les relations de droit social avant l'entrée en vigueur du Code de 2004. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis l'entrée en vigueur de ce code, tous les textes énumérés par l'article 586 du code ont été abrogés, hein. Euh, ce qui est applicable désormais en matière de droit de travail, ce sont les dispositions du code de 2004. Euh, je vous rappelle aussi que tout ce qui concerne la protection sociale du salarié, les règles régissant cette protection sociale en matière de retraite, en matière de chômage, en matière d'accident de travail, eh bien, ces textes-là ne sont pas contenus dans le code de 2004. C'est pour cette raison que, par exemple, en matière de la Caisse nationale de sécurité sociale, il va falloir se référer à d'autres textes qui n'ont pas fait l'objet d'un code. Et ça serait louable pour le législateur de penser à codifier, je dirais un mot à propos de cette notion de codification, il serait louable pour le législateur marocain de penser à codifier tous les textes portant sur la protection sociale des salariés au Maroc. On sait très bien que en matière de caisse nationale de sécurité sociale, la première loi ayant réglementé cette caisse, c'est la loi du 27 juillet 1972. La loi du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale. Cette loi de 1972 portant sur la sécurité sociale au Maroc a été modifiée à maintes reprises, et je vous cite l'un des derniers textes en matière de protection sociale, en matière de caisse nationale de sécurité sociale, c'est la loi numéro 99-15 et la loi numéro 98-15 instituant un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. C'est-à-dire qu'on a étendu par ces deux lois le régime de la protection maladie et de la protection retraite à des catégories socioprofessionnelles qui n'étaient pas concernées auparavant par cette protection maladie et par cette protection en matière de retraite. Alors, voici la physionomie du code de 2004 tel que détaillé dans les 6 livres du Code du travail. Et je vous rappelle qu'à côté de ce Code du travail, on a tous les textes relatifs à la protection en matière de maladie, en matière de chômage, en matière de retraite, en matière d'accident de travail. On aura l'occasion de dire un mot sur tel ou tel texte et j'aurai l'occasion aussi de vous donner les références exactes de ces textes-là pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de précision en la matière. Alors, donc, j'ai dit que le législateur a pris soin de codifier, le droit social et notamment le droit du travail, et tout particulièrement le droit du travail, hein. Donc, je précise que ce qui a été codifié dans le Code du travail, c'est plutôt la législation en matière de droit du travail. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne la partie réservée à la protection sociale, la maladie, la retraite, etc., ça n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'une codification. Qu'est-ce que c'est que la codification? Eh bien, la codification, c'est une technique, entre guillemets, une technique juridique qui vise à regrouper, à consolider
et à structurer en un seul recueil des éléments épars de normes juridiques. Donc je répète, la codification consiste à regrouper, à consolider, à structurer dans un seul document des éléments éparpillés de part et d'autre et qui portent sur une discipline de droit. Donc, c'était ça l'objectif du Code de 2004. Le législateur, pour faciliter, on va dire pour des besoins d'ordre pédagogique et pour aussi des besoins de transparence, pour les employeurs, aussi bien les employeurs nationaux que les employeurs étrangers. Le fait d'avoir un code qui précise tous les aspects législatifs et réglementaires de la relation de travail entre employeurs et salariés, cela permet à l'employeur local ou étranger d'avoir une idée précise de l'étendue de ses droits, de ses engagements, de ses responsabilités, etc. Cela permet aussi aux salariés d'avoir un accès beaucoup plus facile aux normes régissant sa relation de travail avec son employeur. Donc, la codification n'est pas une, entre guillemets, une technique nouvelle, hein, parce que si on remonte un peu loin dans l'histoire, eh bien, on sait qu'il y avait déjà, dans la première moitié du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait ce qu'on appelait le code de Hammurabi, hein, qui était le roi de Babylone. Ah, et donc, ça remonte à très 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 loin. Donc déjà, à cette époque-là, hein, on avait pris soin de codifier telle ou telle discipline de droit. Mais cette codification allait prendre de l'ampleur, notamment avec le code de l'empereur Justinien. Hein, le code de l'empereur Justinien, et on sait que les Romains étaient champions en la matière. Et déjà vers le VIe siècle, hein, après Jésus-Christ cette fois-ci, eh bien, Justinien, empereur romain, avait ordonné la mise sur pied d'un code riche. Jusqu'à maintenant, les spécialistes en matière de l'histoire du droit continuent encore à étudier ce code justinien et à essayer de mettre en lumière ces différentes richesses et ces différents aspects. Mais le code qui nous vient tout de suite à l'esprit, on va dire parmi les codes contemporains, c'est le code Napoléon, le code civil de 1804. Eh bien, maintenant, les codes ont pratiquement la même structure que ce code de Napoléon, le code civil de 1804. Hein. D'ailleurs, quand on parle actuellement de Napoléon, on oublie ses conquêtes militaires, mais on a toujours présent à l'esprit cette œuvre monumentale qui est le Code civil de 1804. Donc, la codification n'est pas une technique nouvelle, c'est une technique qui a ses racines dans l'histoire de l'humanité. Et depuis le 19e siècle, avec le Code Napoléon, on a pratiquement dans tous les pays du monde, on essaye de structurer le droit, de structurer la législation à travers un code ou à travers des codes. Voilà donc pour une petite présentation, une brève présentation du code du travail et de cette discipline qui est le droit du travail issu de ce code du travail. Alors,
j'ai parlé de la partie, on va dire, législatif en matière de droit du travail. Mais, euh, et j'insiste sur cet aspect-là, euh, il ne faut pas s'arrêter au seul texte du Code du travail, en ce sens que pour avoir une idée plus ou moins claire de tel ou tel aspect du droit du travail et des règles issues du Code du travail, il va falloir s'arrêter à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en particulier. Hein. Donc, je sais très bien qu'il faut revenir à la jurisprudence des juges du fond, mais pour essayer de se faire une idée sur la position de la jurisprudence et la Cour de cassation, comme vous le savez, c'est une juridiction de droit. Hein. Elle fixe le droit, elle interprète la norme légale. Et par conséquent, les juges du fond euh, doivent, entre guillemets, hein, il n'y a pas d'obligation légale en la matière, mais les juges de fond doivent connaître ce que dit la Chambre sociale à propos de telle ou telle norme, de telle ou telle règle en matière de droit du travail. Donc, pour compléter euh, sa connaissance des différents aspects du droit du travail, à côté, bien entendu, des règles issues du Code du travail, il faut s'intéresser aussi aux différentes interprétations, et notamment les interprétations qui sont données par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Et c'est pour cette raison que j'aurai l'occasion de revenir à chaque fois à l'étude, à l'analyse de certains arrêts de la Cour de cassation et puis essayer de suivre un peu l'évolution l'évolution des différentes positions de la Chambre sociale vis-à-vis de tel ou tel texte. Et on verra que la position de la Chambre sociale à propos, par exemple, du champ d'application du Code du travail, ou bien en d'autres termes, la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation en matière des personnes qui sont soumises au Code du travail, cette position change de temps à autre. Hein. Euh, je vous le dis brièvement, sachant qu'on aura l'occasion de revenir dans le détail sur ce sujet-là. Dans un arrêt, la Chambre sociale a considéré que le président directeur général d'une société n'est pas soumis aux dispositions du Code du travail. Le PDG d'une société n'est pas soumis aux dispositions du Code de 2004. Pourquoi? Parce que dans ce cas d'espèce, j'aurai l'occasion de vous donner les références de cet arrêt-là, la Chambre sociale a considéré qu'il n'y a pas de lien de subordination entre le président directeur général d'une société anonyme et le conseil d'administration de cette société anonyme. Et par conséquent, dans ce cas d'espèce, la Chambre sociale a considéré que le PDG ne peut pas bénéficier de la protection envisagée, prévue pour un salarié lorsqu'il est licencié d'une manière abusive notamment. Alors que pour le même sujet, dans une autre affaire, la Chambre sociale a considéré qu'un président directeur général peut être soumis aux dispositions
du code de 2004. Donc, rien qu'en vous donnant cet exemple, on peut s'apercevoir que il va falloir s'atteler à l'analyse des différentes positions jurisprudentielles de la Chambre sociale pour essayer de mieux comprendre les règles du droit du travail telles que issues du Code de 2004. Voilà donc pour cette introduction. Je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.